Bonjour, Suzanne Ponce au micro de l'émission Carrefour des créateurs sur Radio Mayuri Campus. Chaque semaine, la Fondation de l'Université de Guyane donne rendez-vous à ses auditeurs autour des différentes thématiques socio-économiques auxquelles est confrontée la Guyane. Aujourd'hui, nous échangerons avec notre invité sur une recherche qui est menée dans le domaine de la chimie appliquée à l'apiculture. Il s'agit de la suite de l'émission sur la filière du miel en Guyane. Bonjour Monsieur Jiang. Bonjour Madame Ponce, bonjour à tous nos auditeurs. Sur quoi porte exactement votre travail de recherche? Alors tout d'abord, mon sujet de travail de recherche porte sur les pollens. Donc l'idée, c'est de les extraire du miel. Donc il faut savoir que le miel, c'est un aliment qui est marqué dès sa conception par un marquage pollinique, parce que l'abeille, lorsqu'elle visite la fleur, elle se fait contaminer, on va dire, par les pollens de cette même fleur. Et lorsqu'elle retourne à la ruche et qu'elle régurgite le nectar, elle dépose en même temps ces graines de pollen dans le miel. Donc une première partie de mon travail consiste à extraire ces graines de pollen, de les analyser pour faire un lien botanique. La deuxième partie du travail, parce que ça c'est la méthode conventionnelle, on greffe à cette méthode conventionnelle des méthodes beaucoup plus récentes. Et parmi ces méthodes récentes, il y a l'analyse de la fraction volatile, les odeurs. L'idée, c'est de capter les molécules odorantes, qu'on appelle la fraction volatile, essayer de voir s'il y a une signature chimique pour montrer la typicité des miels guyanais, et par la suite, essayer de voir si, avec d'une part le pollen et la chimie, on arrive à trouver une spécificité régionale pour nos miels. L'origine du miel n'est pas connue du grand public, que la différence entre des miels de nectar, du pollen ou du mielat reste à préciser pour la Guyane. C'est un peu ce que vous nous informiez. Et pourtant, cela permettrait d'aller vers un label de qualité mettant en valeur l'origine botanique et géographique du produit. Vous analysez les pollens dans votre laboratoire et vous établissez des spectres polliniques. Concrètement, comment vous y prenez dans votre laboratoire, les techniques d'analyse du laboratoire? Alors, comme j'ai expliqué un peu en amont, le miel, il est marqué dès sa conception par le pollen, donc ce qu'on appelle un marquage pollinique. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'abeille, pour aller prélever le nectar, elle est obligée, la plupart du temps bien sûr, de passer au centre de la fleur pour aller à la rencontre de la glande sécrétrice, qu'on appelle nectaire. Et ce faisant, elle se fait contaminer par les anthères, qui libèrent alors son pollen sur l'abeille. Donc, en échange de cette ressource, l'abeille va polliniser en fait d'autres fleurs, ce qui fait en fait la fécondation des plantes. Et donc du coup, lorsqu'elle retourne à la ruche et régurgite ce nectar, en même temps que les pollens tombent dans la cellule de miel. Lorsque le miel est recueilli par l'apiculteur et qu'il extrait, on a tout ça. Donc toutes ces données botaniques, toutes ces visites que l'abeille a faites sur les fleurs, on l'a sous forme de pollen. L'idée, c'est de pouvoir les extraire. Donc pour cela, on dilue un peu le miel, on le passe dans une centrifugeuse. Donc c'est une machine qui permet de sédimenter, de faire sédimenter les éléments du miel pour ensuite le recueillir et mettre cela sur lame. Donc la mise sous lame, c'est pour permettre une observation au microscope. Et l'idée, c'est en parallèle d'aller sur le terrain, de regarder qu'est-ce qui est en fleurs, de les recueillir, de mettre également sous lame. Cela constitue notre banque. Et lorsque on regarde les pollens du miel, je ne sais pas si tout ça est compréhensible, mais en tout cas, on a d'une part les miels qu'on extrait le pollen, et d'autre part, le pollen qu'on extrait directement des fleurs. Tout cela sera matché ensemble. Donc, par exemple, je prends un miel de bord de mer, je retrouverai des pollens de paillétuvier, mais pour être certain que c'est des pollens de paillétuvier, il me faut une référence. L'idée, c'est d'aller sur place dans la mangrove, prélever des fleurs de paillétuvier pour pouvoir matcher les deux et dire « Ah ben tiens, c'est vraiment un pollen de paillétuvier, on sait que l'abeille a visité cette fleur-là, et on peut conclure qu'il y a forcément
du pollen, excusez-moi, du nectar de palétuvier dans ce miel. Donc là, nous sommes devant une espèce de type Astéracée. Donc là, c'est le genre Tridax. On va prélever sa fleur pour qu'on puisse extraire les graines de pollen qui sont au niveau des pistils là. Et tout d'abord, donc l'étape numéro 1, bon, on va saisir la plante avec ses feuilles et ses tiges qu'on va mettre entre deux cartons pour pouvoir l'aplanir. Donc ceci va constituer notre herbier. Donc je note bien la date de prélèvement. Ensuite, c'est du genre Tridax. Et voilà, la prochaine étape, ça serait de mettre cet échantillon-là en étuve afin de sécher. Oui. Alors, donc ici, nous sommes en présence d'une autre herbacée du type Spermacochae. Donc là, nous avons Spermacochae vertacillata, plus connue sous le nom de Tecneg. Donc là, on a la plante avec la fleur plus les feuilles. Donc ça nous permettra de caractériser la plante. Là, nous sommes dans l'étape de mise en solution des graines pollen. Donc, nous avons échantillonné Tridax procubens ici et Spermacochae vertacillata. Mais là, il y a plusieurs petites fleurs. Donc, l'idée, c'est de les prélever, qu'on va tremper dans la solution hydroalcoolique. Donc, normalement, en fait, avec cette action-là, les sacs de pollen vont se libérer automatiquement et le contenu pollinique va se déverser dans la solution hydroalcoolique. Donc on va faire pareil avec Spermacochae vertacillata. Et ce qui nous intéresse sera ensuite récupéré suite à une centrifugation. Alors à ce niveau-là, nous sommes à l'étape 3. Donc on a mis les pollens dans la solution hydroalcoolique. L'idée maintenant, c'est de pouvoir les mettre sur lame. Donc là, on va prendre une lame. On va écrire ce qu'il y a comme échantillon dessus. Donc en l'occurrence ici c'est le genre Tridax. On écrit la date à laquelle on a constitué la lame. Donc on s'utilise d'une pipette. Alors l'idée c'est d'aller chercher dans le fond pour pouvoir prélever les pollens qui se sont déposés dedans. On essaye de d'étaler ça sur la lame du mieux qu'on peut. Donc on fait des cercles comme ça. Donc cette goutte qui contient les graines de pollen, on va le mettre à sécher sur une plaque chauffante. Et on va attendre que la goutte sèche complètement pour passer à l'étape suivante. Donc on fait pareil, on procède pareil avec Spermacochae vertacillata. Donc je vérifie. Alors là, nous avons les graines de pollen qui ont été fixées sur la lame. Donc on peut voir qu'il y a une tache, je ne sais pas si on arrive à le filmer, un halo transparent. Ici, on a une étape où on va laver les graines de pollen, parce que les graines de pollen sont enveloppées par un manteau graisse. Donc si on n'enlève pas cette couche-là, on aura du mal à voir des structures de dexine, donc qui est la structure la plus externe du grain de pollen. Et c'est pour cela qu'on va le laver au diéthyléther. Donc venez. Donc là, on a enlevé l'enveloppe graisseuse qui entoure le grain de pollen. On va sécher à nouveau les lames. Donc ça, c'est pour faire partir les traces de diéthyléther qui pourraient éventuellement rester sur la lame. Donc voilà, nos deux lames de la Palynothèque pour Tridax et pour le genre Tridax et pour le genre Spermacochae sont prêtes. Donc reste l'étape de l'analyse au microscope. J'ai mis en photo le grain de pollen avec un logiciel qui est lié avec le microscope. Donc on peut très clairement voir ici le grain de pollen avec ses équinules, avec ici le pore. On voit un halo plus ou moins brillant et on distingue très clairement le sillon tout autour du pore. Donc on a ici l'échelle ainsi que le taux de grossissement.
Et ceci constitue le grain de pollen du Tridax, donc très caractéristique par rapport aux équinules, à sa forme sphérique et au fait qu'il soit tricolporé. Ça veut dire qu'il a 3 sillons et 3 pores. Donc là, nous pouvons voir un sillon avec son pore. Donc sur les autres facettes du grain, il y a les 2 autres sillons et pores, et les 2 autres pores. Alors généralement, lorsque on fait de l'observation des grains de pollen, c'est des sortes de sphères qui se baladent librement sur la lame. Donc lorsqu'on les fixe, ils se fixent selon une position bien donnée. Alors il faut voir ça comme un globe, hein. Il y a une position axiale. Donc ça, c'est lorsqu'on voit, disons, le grain de pollen à partir du haut, et une position équatoriale. Donc ça, c'est lorsqu'on voit le grain de pollen sur les côtés, sur le flanc, un peu comme lorsqu'on regarde la Terre au niveau de l'équateur. Donc là, par exemple, on a pris en photo un grain de pollen du Spermacocce verticillata, donc de la famille des rubiacées. On peut voir ici qu'il est en vue équatoriale. Donc là, on peut voir le grain de pollen en vue polaire. Donc on peut voir très facilement les sillons. Donc là, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc on peut peut-être même voir peut-être 7e, donc qui comporte 6 à 7 sillons. Et c'est ce qui fait la caractéristique de ce grain de pollen là, donc des rubiacées, comparativement au grain de pollen des astéracées, où on a vu que c'était plutôt des équinules, donc des sortes de pics. Nous allons comparer sur 2 photos les 2 types de grains de pollen pour que vous puissiez mieux voir la différence. Donc là, nous avons mis côte à côte les 2 grains de pollen des 2 espèces que nous avons échantillonnées. Sur la gauche, l'espèce Tridax procubens, donc de la famille des astéracées. Et sur la droite, Spermacocce verticillata, de la famille des rubiacées. Donc on peut voir une différence au niveau de la morphologie de l'exine, hein, de la structure de l'exine plutôt. Pour Tridax procubens, donc eux, ce type de famille, donc les astéracées, ont plutôt des équinules. Tandis que chez les rubiacées, donc notamment chez Spermacocce, l'exine est plutôt lisse. Mais au niveau des pores et des sillons, là, on dénote une différence. Par exemple, chez Spermacocce, il y a 6 à 7 sillons, tandis que chez Tridax, il y en a plutôt 3. Donc tricolporé, 3 sillons avec 3 pores, et chez Spermacocce, 6 à 7 sillons selon les grains. Donc c'est comme ça que nous avons procédé pour la différenciation des différentes graines de pollen. Et à chaque fois, on accumule les informations les unes après les autres. Donc chaque genre peut avoir une forme morphologique différente. Et c'est comme ça qu'on constitue notre païnothèque. Et est-ce que vous faites des tests organoleptiques? Oui, ça fait partie de tout le processus de caractérisation du miel. On fait un test de couleur. Donc c'est exprimé en faune. Ça va du blanc jusqu'à l'ambre foncé. On fait un test concernant la teneur en eau. Alors il faut savoir qu'un miel ne peut pas être appelé miel si le produit contient plus de 20% d'eau. Et en plus de cela, c'est aussi pour des questions de sécurité, parce que le miel, s'il contient trop d'eau, ça va permettre la prolifération des bactéries. On fait aussi des tests physico-chimiques comme les tests de conductivité. Donc l'idée, c'est de savoir est-ce que le miel conduit bien l'électricité ou pas. Ça, c'est pour permettre de voir s'il y a des signes nous permettant de conclure à la présence de miel. C'est la présence du miel, effectivement. Et quel résultat pour les apiculteurs? Vous avez travaillé avec la filière et continuez à travailler avec la filière, donc les apiculteurs participent à cette recherche en fournissant les miels. Concrètement pour eux, quels sont les résultats qu'ils peuvent rapidement intégrer dans leur pratique? Dans un premier temps, on a réussi à définir une soixantaine d'espèces qui fait partie du répertoire régional. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est des espèces qui sont régulièrement butinées, quelles que soient les années et quelle que soit la saison. Donc, ça, c'est une première chose. Et dans un deuxième temps, ce serait de continuer à analyser bien sûr les miels de d'autres zones, parce que pour l'instant, nous n'avons fait que l'ouest guyanais, le littoral ouest, et l'idée, c'est de faire le littoral est.
Donc, comme ça, on a un inventaire des plantes d'intérêt apicole pour pouvoir par la suite proposer des emplacements à fort potentiel apicole pour les primo-arrivants. Donc ces résultats-là serviront dans un premier temps immédiatement à cela. En somme, vous allez aider les apiculteurs à leur dire où positionner leurs ruches pour qu'ils aient un miel de qualité. Voilà, ça c'est un aspect. L'autre aspect aussi, c'est tout simplement répondre à la demande des apiculteurs, c'est-à-dire mon miel, connaît-il, c'est quoi son origine? Oui. Donc ça c'est vraiment une des phases aussi où on travaille dessus, à savoir est-ce que premièrement c'est un miel plutôt de bord de mer ou typé forêt, et deuxièmement on va essayer d'aller plus en profondeur. Ok, c'est un miel de forêt, mais de quelle espèce? Donc accéder à la demande des apiculteurs, à savoir reconnaître l'origine botanique de leurs produits, et deuxièmement faciliter l'installation des primo-arrivants en désignant des emplacements qui soient favorables à l'apiculture. Donc on voit qu'on va avoir une caractérisation qui pourra être mise en valeur au moment de la commercialisation du miel. L'objectif final, c'est ça, oui. Alors vous nous avez parlé des qualités volatiles du miel, de la fraction, que maintenant on pouvait faire des analyses de la fraction volatile du miel. Qu'est-ce que c'est exactement ? Alors, ce qu'on appelle fraction volatile, pour reprendre depuis le début au niveau de la fleur, donc la plante produit ce qu'on appelle des métabolites secondaires qui l'aident à se défendre et à toute autre chose. Et au niveau de la fleur, en tout cas, ces métabolites secondaires qui sont présents au niveau du nectar va servir à attirer les pollinisateurs tels que les abeilles, les chauves-souris et autres insectes. Donc ces molécules, ces familles de molécules semblent être spécifiques à chaque fleur. Donc par exemple, la fleur du Tapirira guyanensis, plus connue sous le nom de Lucée, possède certainement une fraction volatile propre à elle. La fraction volatile des palmiers, par exemple de type coco, de la fleur de coco, va sûrement posséder une signature chimique de sa fraction volatile propre à elle. L'idée, c'est que, étant donné que ces molécules sont concentrées dans le nectar, et que le nectar, c'est la matière première du miel, on s'est dit, il y a sûrement possibilité de faire corréler les deux. Donc, dans un premier temps, on a extrait les molécules volatiles du miel avec un système qu'on appelle HS-SPME. Donc, on a des pics. Chaque pic correspond à une molécule. On analyse ce chromatogramme des différents pics et on a une liste de molécules qui va servir en fait comme étant le profil chimique du miel. Et ces molécules, dans un premier temps, il faut savoir différencier chaque famille. Il faut savoir différencier la molécule qui provient effectivement de la fleur. Il faut savoir différencier la molécule qui peut provenir de la cire, donc qui ne sert à rien en fait. Il faut savoir différencier la molécule qui peuvent provenir, les molécules qui peuvent provenir des hormones des abeilles, des hormones de communication ou autres, et etc., etc. Donc l'idée, c'est quand même de prendre en compte seulement les molécules issues de la fleur pour pouvoir établir cette fameuse signature chimique. Et que montrent vos recherches par rapport à ces pics que vous avez indiqués? Est-ce qu'il commence à y avoir des résultats qui vous permettent de reconnaître immédiatement les signatures chimiques? Alors, pour l'heure, en tout cas, on arrive à distinguer plutôt 3 groupes de miel. Ces 3 groupes de miel, encore faut-il affiner un peu les résultats. Donc l'idée à la fin, c'est de se dire qu'avec tel profil chimique, on a affaire à tel type de miel. Bord de mer, forêt, promettant. Et ensuite, comme j'ai dit plus tôt, aller plus en détail et voir si c'est un miel de telle ou telle espèce. Donc pour l'instant, on a ces 4 profils. On a uniquement extrait la composition volatile des miels. Maintenant, on va essayer de collecter ces composés volatiles directement sur les fleurs fraîches, histoire de voir si on a des composés assez identiques. Et donc par ce biais-là, on pourra, une fois que toutes les données seront assemblées,
dire, voilà, on a tel miel avec tel profil chimique qui, en tout cas pour le profil volatile, qui correspond ou qui correspondrait, on ne va pas affirmer comme ça tout de suite les choses, qui pourrait correspondre à la fleur de, pour reprendre des exemples, de coco, Tapirira guyanensis, la loucée ou toute autre plante. Et donc, du point de vue laboratoire, est-ce que l'université est dotée de l'équipement dont vous avez besoin, ou est-ce que vous présentez des difficultés? Il faut aller envoyer ces échantillons ailleurs? Ah ben, tout l'objectif, c'est de pouvoir trouver en local le matériel nécessaire. Donc effectivement, le laboratoire vient de se doter d'une chromatographie en phase gazeuse, une machine qui est quand même extrêmement chère, de l'ordre de, je dirais, entre 200 000 et 300 000 euros. Donc ça nous permettra d'analyser la fraction volatile, comme je l'ai précisé en amont, des miels et aussi des fleurs. Au niveau des microscopes, le laboratoire en est aussi doté, donc des microscopes électroniques à balayage. C'est un outil qui est extrêmement performant et assez coûteux, assez onéreuse quand même comme machine. Ça nous permettra de vraiment aller en détail dans la structure des grains de pollen. Donc les grains de pollen qu'on peut déjà observer dans un microscope optique tout à fait classique. Et donc ce microscope optique tout à fait classique, il faut lui mettre aussi une caméra. Donc il faut pouvoir, comment dire, ces grains de pollen qui sont observés de manière avec un microscope optique tout à fait normal, il faut pouvoir les filmer et les prendre en photo. Donc ça, initialement, ça nous permettra dans un premier temps de pouvoir créer la banque. Dans un second temps, c'est de numériser ces grains de pollen afin de pouvoir constituer une banque numérique. Donc tous ces gros matériels-là, c'est des équipements à renouveler tous les 10 ans parce que le matériel optique change. Et ça, oui, c'est des investissements que la fac a déjà fait. Et au sein de notre laboratoire, on est capable notamment de pouvoir réitérer en tout cas les travaux que j'ai pu faire durant la thèse. Et quel est le futur? Vers où vous voyez qu'on doivent se continuer les recherches? Dans les perspectives, il faudrait enrichir l'échantillonnage, hein. Donc multiplier l'échantillonnage, notamment dans l'Est guyanais, où on n'a pour l'instant pas de données. Globalement, l'échantillonnage s'est effectué de Saint-Laurent, enfin disons à Bala, jusqu'à Rémire. Donc on cherche à étendre l'échantillonnage de Rémire jusqu'à Saint-Georges. Donc ça, c'est dans un premier temps. Deuxième temps, essayer de récolter des fleurs qui pour nous sont très visitées. Donc ça, c'est aussi l'avis des apiculteurs. Donc des grands arbres de la canopée, par exemple. Il faudrait qu'on puisse accéder à leurs fleurs. Mais bon, ça, il faudrait avoir des moyens. Alors, on va à la chasse aux fleurs en essayant. Quand vous dites avoir les moyens, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire pouvoir payer des personnes habilitées à grimper sur des arbres de grande taille, par exemple. Pour collecter les fleurs. Pour collecter les fleurs. Il faut aussi qu'on puisse, par le même temps, avoir des moyens, ne serait-ce que techniques. Hein. La fleur, si on veut récolter sans parfum et que ça ne se détériore pas, il faut toute une logistique derrière pour conserver cette fleur-là de manière intacte. Puis pour le reste, c'est humain. Hein. Il faut que les apiculteurs, il faut qu'il y ait des apiculteurs qui s'installent dans l'Est. Ça commence à se faire, mais il n'y a pas encore de professionnels, je dirais, installés dans l'Est. Ou pas à ma connaissance. Donc, vous dites d'abord faire l'échantillonnage. Grâce à cet échantillonnage, on va avoir des banques. Exactement. Banque de miel. Banque de miel. Ou une banque de pollen. Voilà. D'accord. Et sur la base de l'analyse de ces banques, cette information qu'il y a dans les banques, le travail que vous faites avec la filière des apiculteurs permettra de caractériser pour chaque apiculteur le type de miel qu'il a. Il pourra dire, bon ben voilà, certifié qu'il a un miel de savane avec 80% de fleurs de Mimosa pudica ou... Exactement. Donc l'idée, c'est qu'on puisse arriver à caractériser pour chaque apiculteur
l'origine botanique de son miel et aussi à certifier la provenance géographique de son miel. Et est-ce que cela est valorisé commercialement? Qu'est-ce qui fait la valeur du miel? Alors, premièrement, bien sûr, c'est son origine botanique. Oui. Plus un miel a une origine botanique précise, plus forte est sa valeur. Généralement, les miels qui coûtent les plus chers, c'est les miels qui ont une seule origine botanique, une seule provenance géographique aussi. Donc ça, c'est dans un premier temps. Et dans un second temps, on a aussi ce côté où le miel est un alicament. Donc, dans sa composition, on retrouve des molécules bioactives. Ça aussi, on est en train de mettre en place des protocoles. Enfin, on a déjà dosé ces molécules-là, ainsi que testé l'activité. Et là, il faudrait qu'on mette en place des protocoles pour les extraire, pour pouvoir étudier de manière plus exacte, j'ai envie de dire. Donc, purifier ces composés-là qui sont extraits du miel, afin de voir s'ils n'ont pas une activité, je prends un exemple, anticancéreuse ou autre. Donc ça aussi, ça apporte une plus-value à ces miels guyanais qui pourraient être valorisés de manière beaucoup plus importante dans l'industrie cosmétique, pharmaceutique, par exemple. Donc oui, c'est une partie de la recherche au niveau pollinique qui serait intéressante. Bien, je vous remercie. Merci. Cette recherche ça montre, c'est particulièrement instructif. Et je trouve que ce travail que vous faites sur le miel, c'est tombé au moment où justement on voit que la Guyane a été primée au Salon de l'Agriculture pour son miel de qualité. Et vous nous avez donné des perspectives d'études, de recherche de ces molécules, de l'intérêt biologique des différents miels en Guyane, ce qui va permettre d'affirmer, d'affiner et de compléter les caractérisations chimiques comme vous nous avez expliqué. Donc, chers auditeurs, nous arrivons au terme de cette émission du Carrefour des créateurs avec M. Weiwen Jiang comme invité. Nous retenons que la recherche menée par l'Université de Guyane a une application directe sur le positionnement et la mise en valeur du territoire et que la relation avec les apiculteurs et leurs entreprises est source de création de richesses. Carrefour des créateurs, c'est sur Mayuri Campus, chaque samedi à 10h. À bientôt.